Bonjour et bienvenue au 112 VIP Club. Je vous préviens, aujourd'hui, ça sera un grand n'importe quoi. On va partir dans tous les sens effectivement. On va avoir plein de trucs au menu. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu de tout. Alors, une chanteuse. Ah, Lena Luce. Oui. J'ai appris qu'on la recevait. C'est la dernière coqueluche en date de My Major Company qui a remporté le gros lot et qui va sortir son album très prochainement. Un businessman, et pas n'importe lequel. Tout à fait, Mohamed Dia. Il a fait ses premières armes dans le streetwear parisien. Et depuis, il nous a quittés. Il est allé à New York. Il est revenu spécialement pour nous. On va lui faire honneur en lui faisant une interview sympathique. Et pour finir, roulement de tambour. Double Dutch. Ouais, exactement. C'est bien comme ça. C'est ça. C'est de la corde à sauter mais en super technique. Oubliez tout ce que vous avez sur la corde, c'est au-dessus. C'est bien au-dessus. Donc après ça, on va avoir forcément bulletin de notes, les rubriques, tout ça, rien que pour vous. On commence, ce qui va nous permettre de rejoindre tout doucement les invités qui nous attendent au côté lounge. On se retrouve juste après ça, vous êtes au 112 VIP Club, et c'est maintenant. Bon, en attendant, ça nous a laissé le temps de rejoindre nos invités qui nous font l'honneur d'être là. Donc bonjour à tous. Bonjour. Comme promis, Mohamed Dia qui nous fait l'honneur de sa présence pour nous parler de sa success story. On va revenir en détail sur ton cas un petit peu plus tard dans l'émission. Jonathan nous a rejoint, qui va nous parler lui de sa discipline, qui est une discipline à part entière, innovatrice. Merci Jonathan. C'est corde à sauter, c'est ça? Pas celle que tu faisais dans la cour de récré? Non, c'est un peu plus que ça. C'est du double Dutch. Voilà. On va rentrer dans le détail juste après. On va recevoir en premier lieu Lena Luce qui est venue nous faire un coucou. Alors Lena Luce, on a un petit portrait qui a été dressé en régie. Okay. On va l'envoyer tout de suite. Ça va mettre un petit peu au parfum les téléspectateurs de ce que tu es venu nous faire découvrir ici aujourd'hui. On est parti. Lena Luce nous vient de Compiègne. Elle décide de venir sur Paris pour faire carrière dans la musique. C'est sur Internet que son talent va se révéler. Plébiscitée par le public, elle réussit via My Major Company à réunir 100 000 € en moins d'1 an. Une somme qui lui a permis de réaliser son premier album intitulé Métropolitaine. C'est pour présenter son premier album qu'elle est avec nous dans le 112 VIP Club. Avec son clown au visage terne, elle s'est rendue dans la belle ville de Paris pour vivre des arts et métiers de la musique. Bonne nouvelle pour Lena Luce, My Major lui a ouvert la porte dorée du Palais Royal. Donc Lena, merci d'être là avant tout. Merci à vous de m'accueillir. On a pu voir à travers le petit portrait qui a été dressé en régie, des vidéos internet qui ont un petit peu circulé et qui t'ont permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui. Alors explique-nous un peu ton parcours de jeune fille qui n'est pas parisienne à la base et qui se retrouve ici pour faire de son rêve une réalité, c'est-à-dire de la chanson. C'est ça, je me suis installée, je suis picarde moi en fait, et je me suis installée à Paris pour essayer de percer dans la musique. Je me suis inscrite sur le site My Major Company qui est un label participatif où les musiciens s'inscrivent et puis après les gens décident de miser sur tel ou tel projet. Et j'ai été produite, donc j'ai eu la somme de 100 000 € pour faire un album et j'ai été produite par 1626 internautes. Voilà, et qui m'ont permis d'enregistrer mon album. Moi, je voulais revenir un petit peu sur Internet, parce qu'aujourd'hui, My Major, les gens ont participé sur Internet. Tu as fait tes débuts sur MySpace, tu as fait des vidéos. Tu avais aussi un alter ego qui était plutôt sympa, où tu te déguisais un petit peu. Est-ce que pour toi, My Major Company était vraiment une alternative? Tu t'es jamais dit, je vais faire de la télé-réalité, parce que ça pouvait être aussi le cas? En fait, mon parcours, il s'est un peu tracé de lui-même. Quelque part, j'ai fait quelques vidéos et j'ai un peu atterri sur My Major Company par hasard au départ, où j'ai mis quelques morceaux en écoute pour avoir un retour en fait. Et au bout de 2 mois, quelque chose comme ça, j'avais déjà une jauge qui atteignait les 40 000 €. Et à ce moment-là, j'ai commencé à y réfléchir sérieusement et à me dire « Ah, finalement, je crois que je vais peut-être rester sur le site ». Et puis en 10 mois, j'ai été produite et j'en suis ravie. Et je remercie encore une fois de plus les gens qui m'ont soutenue sur Internet. Alors concrètement, comment ça marche? Parce que ça donne envie, je pense à tous ceux qui ont pratique de leur côté un peu de chant.
de s'intéresser au truc et de se dire s'il y a moyen d'avoir son album produit, pourquoi pas moi? Est-ce que les gens qui investissent arrivent à les situer, savoir qui c'est, savoir s'il y a quelqu'un qui a mis à lui seul 40 000 € ou si c'est plein de petites participations Alors en équitables? fait, la formule du site a changé. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est plus comme à mon époque, on va dire. Mais en fait, moi, j'étais limitée. On ne pouvait pas miser plus de 1 000 € sur moi. Et c'était dégressif. À chaque fois que j'atteindais un palier de 10 000 €, on pouvait miser de moins en moins. Donc à partir de 50 000 €, on pouvait mettre 100 €. C'était des mises de 100 € maximum par personne. Donc du coup, ça élargit forcément le nombre de personnes qui nous produit. À l'heure actuelle, sur le site, ça se passe plus comme ça. On peut miser ce qu'on veut, il me semble. La somme, ok. Mais à l'époque, en tout cas, c'était comme ça. T'as une idée de qui a investi? Tu soupçonnes ton père d'avoir fait une grosse donation Ah, au départ non, mes parents ont misé sur moi. Non, je crois pas au-dessus de 300 € pour ma famille. Hein. Je crois que ça a été la plus grosse mise. Non, c'est surtout des personnes inconnues qui ont... il y a quelques amis, tout ça, mais c'était plus symbolique qu'autre chose. Il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas qui ont misé sur moi. Et du coup, ça permet de rencontrer aussi des personnes par ce biais-là et de se faire même des amis. C'est encourageant en plus. Bah oui, c'est sûr, parce qu'après, ils nous investissent, tu vois, de l'argent quand même. Donc après, ils veulent voir le projet évoluer et puis ils le portent aussi, tu vois, par le bouche à oreille, ce genre de choses. Non, c'est super intéressant d'avoir un soutien comme ça de 1626 personnes. Et puis petit à petit, la communauté grandit aussi, tu vois. Il n'y a pas que mes producteurs qui soutiennent mon projet. Ouais. C'est toute une petite famille. Je vais rebondir sur le fait que tu parles d'investissement. Du coup, tu as quelques dates, des concerts, etc. Donc voilà, tu vis ton rêve, tu commences à grandir petit à petit. Mais est-ce que tu sens cette pression? Parce que pour le coup, les gens, ils viennent te voir, ils ont peut-être des attentes aussi. Comment tu ressens la chose? C'est sûr que j'ai pas envie de décevoir, qu'il y a des gens qui ont cru en moi et qui croient encore en moi. Donc je donne le maximum, pour eux comme pour moi, parce que je suis comme ça aussi, je me donne à fond et puis après on voit ce qui se passe. Donc oui, des fois j'ai une petite pression, je me dis j'espère que ça va le faire, quoi, parce qu'il y a 1626 personnes derrière moi quand même, minimum, donc oui, mais c'est porteur. Du coup, t'y penses vraiment quand tu... J'y pense dans les choix que je fais aussi. Il y a certains choix pour l'album que je fais aussi parce que je sais ce que les gens attendent de moi et ce qu'ils aiment en moi, dans mon personnage, dans ma musique. Donc bien sûr que je le prends en compte à chaque instant. C'est eux qui m'ont donné la possibilité de le faire. C'est sûr. Donc il faut que je leur rende aussi de cette manière-là. 100 000 €, ça fait une belle somme quand même. Je pense que les téléspectateurs comme moi se disent où va cet argent concrètement et quelle proportion est destinée à toi pour te rémunérer, à ceux qui produisent ton album, et puis quelle est la part de promotion, les clips, comment ça s'organise tout ça, comment l'argent est utilisé? Alors c'est toujours en discussion avec le label, c'est quand même eux qui dirigent plus ou moins les parts qu'on peut investir dans chaque partie du budget, nécessaire en tout cas. Pour la production de l'album, c'est un coût de faire un album, il faut payer les musiciens, le studio, ce genre de choses. Si tu veux des chiffres? Je veux ou des pourcentages, des proportions, je sais pas, quelque chose qui nous parle un petit peu. Alors en pourcentage, ça va être difficile, il faudrait faire les calculs, mais on va dire que sur 100 000 €, il y a à peu près 30 000 € pour la production de l'album. Et après, il va falloir par exemple 25 000 € pour faire un clip. C'est des coûts comme ça. Et puis le reste, ça va être surtout de la promotion. Après, voilà, il faut payer les musiciens aussi quand on fait des promos, des concerts de promo, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est un portefeuille qui diminue quand même assez rapidement. Rapidement, ouais, parce que ça demande de l'argent. C'est pour ça qu'on demande une grosse somme comme ça. C'est parce que ce sont des choses qui coûtent cher et si on veut mettre toutes les chances de notre côté, il faut bien gérer ce budget. Je crois d'ailleurs que dans la nouvelle formule de My Major, le montant final n'est pas forcément 100 000 € maintenant. Non, si tu veux faire un EP, tu vois, et que tu as besoin de 5 000 € ou 10 000 ou 20 000, tu peux demander la somme que tu veux. La seule différence qu'il y a, je crois, c'est que mes producteurs, tu vois, en fonction de mes ventes, vont toucher un pourcentage sur mes ventes. Alors que dans la nouvelle formule, il n'y a pas forcément de retour financier. C'est-à-dire tu peux... c'est plus du mécénat, voilà, exactement. Donc tu peux donner de l'argent, mais après tu as d'autres contreparties où tu as des places de concert gratuites, l'album gratuitement ou ce genre de choses, tu vois. D'accord. Et donc à n'importe quel moment, l'artiste il peut faire la démarche de bloquer la somme et de se dire voilà, là j'ai envie de me lancer, je sens que c'est le moment. Non, c'est défini avant. Ok. Il expose le budget dont il a besoin pour telle et telle chose, et puis après, voilà, il peut dépasser par contre. Si jamais il a choisi, je sais pas moi, 100 jours pour récolter son argent et qu'au bout de 50 jours il les a, après les gens peuvent continuer à miser sur les 50 jours restants.
C'est intéressant pour les artistes en herbe qui, comme vous d'ailleurs, auraient besoin d'investir et d'être un peu plus médiatisés parce qu'il y a Internet, etc. Mais C'est bon. sûr, c'est une plateforme intéressante. My Major Company, c'est le label participatif ou le site participatif le plus connu en France, je pense. Vous avez appelé votre album Métropolitaine. C'est ça. Donc pourquoi ce nom? Parce que alors déjà, il y a tout un concept autour de mon album. Donc toutes mes chansons portent le nom d'une station de métro où je m'arrête et je raconte des petits bouts de vie en fait à chacune de ces stations-là. Et puis Métropolitaine, c'est parce que c'est un album qui parle de Paris, mais aussi de ma vie, de mon arrivée à Paris quand j'ai quitté ma Picardie, mes amis, mes parents, que j'ai quitté ma petite vie pour m'installer dans la capitale. Ça parle d'un peu tout ça, Métropolitaine. C'était presque une phrase, tu nous as sorti texto une phrase du morceau Métropolitaine quasiment. Presque. J'ai pas dit Picardie natale. On suit. J'ai écouté. Hein. Je sais bien que tu as bien écouté. Moi j'ai envie de l'emmener faire un petit tour au bar et lui soumettre un petit jeu, tu me permets? Je t'en prie. On est parti? Ouais, c'est par là que ça se passe. Okay, très bien. Bon Léna, on t'avait promis un petit jeu. Oui. Le voici, donc on est côté bar. Si tu gagnes, peut-être que tu auras un petit verre après. Mais il faut que tu répondes bien. Ok, d'accord. Métropolitaine, c'est le titre de ton album, on l'a dit tout à l'heure. Oui. On a repris le concept de ton album qui est de parler des stations de métro et on l'a inversé. C'est-à-dire que je vais te donner un mot et tu vas dire à quelle station tu l'associes. Ok, d'accord. Ça te va? Si je te dis shopping. Châtelet. Châtelet? Ouais, Châtelet-Léal. T'as pas trop hésité, c'est là que tout le monde va aussi, mais alors je sais que t'as ce petit côté bohémien, je t'ai vu des fois sur scène, ou même déguisé d'ailleurs avec le clown triste. Ouais. Ton shopping pour ces choses-là, pour ta vie d'artiste, il se passe à Châtelet aussi? En fait, c'est plutôt des choses que je vais piocher dans mon armoire, tu sais, chez ma mère, dans mon placard d'ado, où je récupère des vieux trucs, j'associe à d'autres fringues, tu vois. Mais quand je cherche, tu vois, à vraiment faire du shopping, c'est Châtelet-Léal, la station qui correspond. Continuons avec le travail ce coup-ci. Alors après, ça peut être le travail dans la musique ou ton travail quand tu ne fais pas de musique et que tu n'es pas encore riche grâce à la musique. On va dire Sentier, parce que c'est la station où se trouve le label My Major Company. Ouais. Donc voilà, vu que j'ai souvent des rendez-vous ou ce genre de choses, on va dire Sentier. Si tu vas au restaurant, c'est dans quel coin? Alors je ne vais pas souvent au restaurant parce que comme tu l'as dit, quand on est musicien, avant de pouvoir bien en vivre, on n'a pas forcément trop les moyens. Mais on va dire du côté de chez moi, tu vois, vers Villiers, il y a pas mal de petits restos, brasseries sympas. Ou Batignolles, par là. D'accord. Pas de grec, hein, là, du coup. Non, je suis pas très viandarde, donc... D'accord. Si je te dis clubbing, t'associes ça à quelle station? On va dire... à une station. Il y a une station Georges V, non? J'en ai bien peur, ouais. Je pense, donc je dirais plutôt ce coin-là. Ouais. Tu penses, c'est-à-dire que t'es pas très club? Je suis pas... non, je suis pas boîte, je suis pas très fêtarde non plus, tu sais, je suis un peu... Tu préfères Ermite, rester à la casanière, maison et écrire voilà. tes petits morceaux? Ouais, je préfère. Si je te dis maintenant dragueur relou? Oh, du côté de Barbès, Gare du Nord, Château d'Eau, en général... Qu'est-ce qui se passe alors quand tu déambules là-bas? Alors, soit on me propose de me refaire les ongles ou des rajouts, Tu veux voir ta manucure aujourd'hui? Ah non, non. Je l'ai un peu oublié, tu vois. Et oui, ou sinon, voilà, on m'accoste, quoi. Ouais. Ton album, on en a parlé tout à l'heure en long et en large. Oui. Il est très bientôt disponible, ça se passe à la rentrée. Pour tous les fans de la première heure, ils peuvent se procurer d'ores et déjà ton premier single. Exactement. Qui est sorti, mais en cachette. C'est-à-dire que c'est pas la grosse promo rouleau compresseur, c'est une manière de faire plaisir aux fans. Oui, voilà, il y a une pré-sortie, on va dire, et la sortie voilà, plus officielle avec la promotion, elle sera effective à la rentrée. D'accord, très bien. Et puis, des concerts. J'ai eu la chance d'être à un concert que tu as donné récemment. Tu fêtais déjà la sortie de ton single et aussi ton anniversaire. Voilà, mes 24 ans en même temps. On en sait à chaque question un peu plus sur toi. Ceux qui veulent tout savoir, ils se procurent l'album à la rentrée. Voilà. Et puis on va suivre l'actualité pas à pas avec toi et on transmettra sur le site. Bien sûr, on peut me trouver sur Facebook, sur Twitter, sur ma page My Major Company. C'est toi qui es derrière ou t'as My Major Company qui emploie des gens pour tapoter sur tes Non, pour le moment, c'est moi qui réponds dans la mesure du possible. On se retrouve quant à nous pour la suite. Du côté lounge, ça va très bien se passer. Donc merci d'avoir participé à ce petit jeu bien divertissant. Merci à toi. Tu restes avec nous jusqu'à la fin quand même? Ah oui, bien sûr. Je vais découvrir les invités. D'accord. Et on va
faire une petite transition parce que moi, tes vidéos m'ont bien fait sourire, celles que j'ai pu découvrir à l'époque, avec ton alter ego, le clown triste. Oui. Voilà, c'est un personnage qui te suit d'ailleurs. Hein. Oui, c'est le personnage qui a le plus marqué les gens, je pense. Bah moi, j'ai fait une petite sélection pour nous, pour qu'on puisse un petit peu se divertir. Donc je vous laisse lancer le Crazy Web. Right hand with it. With it. The right hand with it. Jam, jam. 2, 3, 4, 5, 6. Jam, jam. Jam, jam. On ne pouvait pas passer à côté du Suédois Zlatan Ibrahimovic, le contrôle orienté et la frappe croisée. Alexis Thébault est battu. La joie du géant suédois admiré. Le contrôle en pivot et la frappe ensuite croisée. Thébault ne peut absolument rien. Zach Warden back in the mix. Oh! He pulls it clean! Triple Come on, get it! Yes! Oh my gosh! We might be looking at a there's no afterthought. And not at all. His feet didn't even bobble. He landed that so... Hey, Lenny, yo, bite, don't come gonna bite. Hey, beaucoup. Non, 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 non. Comment t'en tu vois? Comme les règles, tu peux ça là. Comme nous. Tu peux ça là. Tu vois? Ah! Oh boy, Encore une fois, Zlatan Ibrahimovic, le coup franc devant Beckham et le but. Thébault est battu pour la deuxième fois de la soirée par cet homme, Zlatan Ibrahimovic. Il réussit à transpercer le mur brestois, troisième. Chez Votre Marchand de Journaux, vous trouvez des magazines de déco avec de la déco. Chez Votre Marchand de Journaux, vous trouvez d'autres magazines de déco avec des filles. Et maintenant, il y a aussi Rugby, l'hebdo du rugby pro. Thomas. And Derrick Rose brings down the Thunder with a two-hand jam. Oh! Dragic, allow me to introduce you to Derrick Rose. Mama, there goes that. Alors nous revoici sur le plateau de l'émission avec toujours nos invités ici présents. On va dès maintenant s'intéresser au parcours du monsieur qui est à ma gauche, Mohamed Dia. Alors pour les trentenaires comme moi, c'est une épopée qui commence il y a bien longtemps, on va dire une bonne dizaine d'années, voire plus, où je voyais en sortant de chez moi des gens avec ton nom écrit sur un sweatshirt. Ça commence comme ça, après on peut avoir l'impression que tu as disparu, mais c'est loin d'être le cas. Tu as disparu des t-shirts des gens pour t'installer ailleurs et mener ton parcours à bien. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? J'ai délocalisé mon entreprise aux États-Unis. Et là-bas, j'exerce, on va dire, la même activité. Donc du streetwear? Streetwear, entrepreneur. En gros, c'est du streetwear parce que j'ai relancé mon entreprise là-bas avec une nouvelle collection, des nouveaux designers, sous un nouveau concept. Et puis après, j'ai ouvert aussi d'autres boîtes, boîtes de communication, boîtes de production. Enfin, c'est une vie d'entrepreneur, on va dire. Ça s'arrêtait pas d'ailleurs, on parlait de streetwear parce que c'est comme ça qu'on l'a découvert nous en Ile-de-France. Mais tu es allé au-delà de ça, je crois qu'il y avait des accessoires. Ah oui, après, voilà, il y avait plein de choses. La gamme était assez large. Ah ouais, après, quand on développe une
une activité de textile en exploitant une marque. Après, par la suite, il y a des licences qui se font sur des cahiers, des stylos, chaussures, j'en passe. Hein. Tu estimes que tous ces choix ont été fructueux, ou il y en a certains où tu dis j'aurais peut-être dû éviter? Il y a eu certes, il y a eu des licences qui ont mieux fonctionné d'autres, mais bon, moi je m'efforçais toujours de rester dans mon univers, qui était de 15-30 ans. Ça veut dire que faire des coques de porta, pour moi, c'était cohérent avec ce que je faisais. Je vais te dire un mot aussi qui va te parler, NBA. Ah oui, ça c'est différent, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est une licence, mais là c'était vraiment c'était toujours dans le domaine du textile. Ouais. Voilà. C'était quelque chose qui a très bien fonctionné en Europe. Et aujourd'hui, je suis en train de me battre pour récupérer la licence, mais pour le marché américain. D'accord, donc plein de choses tentaculaires, quoi. Ouais. Pourquoi le textile, en fait? Pourquoi le textile? Tout simplement parce que j'ai toujours été fan de produits de marque, étant jeune. Ouais. Et moi, dans les années 80-90, si on n'avait pas de chaussures de marque, on n'était pas reconnu, on n'était pas. C'était une manière c'était un signe de reconnaissance. De respect, de montrer qu'on était présent, quoi. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais à mon époque, si tu venais pas avec à l'époque, il y avait les Run DMC Adidas. Si on n'avait pas la dernière Run DMC, si on n'avait pas c'était quoi, le survêtement Challenger, enfin tous ces trucs-là. Qui parle aux trentenaires, comme tu l'as dit. J'en ai rêvé de celui-là. Moi, je l'ai eu, moi. Et puis voilà, quoi. Et puis de là, après, quand il a fallu faire quelque chose de ma vie, j'ai essayé de faire quelque chose qui me ressemblait. Et, étant passionné par la mode, je me suis mis au travail. J'ai quelques sources dispersées qui m'ont laissé entendre que tu travaillais sur une émission de télé-réalité. Tu peux nous en dire plus? Au mois d'août, à Los Angeles, on va tourner une télé-réalité qui va s'appeler King of Streetwear. On va réunir 5 personnes qui auront pour ambition de créer une ligne de vêtements, et chaque jour il y aura les défis. On est au casting du coup pour... Le casting il est pratiquement terminé. D'accord. Ce sont que des gens qui sont en devenir, pas des gens qui ont déjà eu un pied à l'étrier? Non, c'est des gens qui sont en devenir. D'accord. Donc on va faire une première année de version avec des Français, et la deuxième année, 6 mois plus tard, on va le faire avec des Américains. Diffusé du coup pour les Français en France, ou bien un programme qui sera diffusé partout? Diffusé en France pour les Français, et aux États-Unis ça va être diffusé sur mon site internet, sur une plateforme de site internet. Et pour le coup, tu vas intervenir parce que c'est un petit peu ton histoire, le textile, je vais intervenir en tant qu'espèce de manager, professeur. Voilà. Leur expliquer un petit peu les filons, comment ça se passe. Donner des conseils. Et puis après, par chaque épisode, je vais essayer de ramener un VIP américain qui va intervenir avec moi pour... Alors, je dis un nom au hasard comme ça, Puff Daddy? Peut-être, je ne sais pas encore. Non, ouais. C'est un bruit de couloir que j'ai entendu aussi. Possible, un gros bruit de couloir. Voilà, on m'a un peu crié dans l'oreille en fait. Moi, je voulais te poser une question. En fait, aujourd'hui, voilà, tu es vraiment un exemple pour la génération des 15-30 ans de ton époque, même de ceux qui suivent, parce que de bouche à oreille, voilà, on sait ce que tu as fait, d'où tu viens, etc., ton histoire. Aujourd'hui, tu es parti vivre aux États-Unis. Est-ce que là-bas, c'est plus facile? Il y a moins de barrières? C'est quoi? C'est par rapport à la qualité de vie, ou c'est parce que forcément, là-bas, tu pouvais un petit peu traduire tout ton panel de projets dans la production, dans la communication, etc.? Non, parce qu'en gros, on va dire qu'en France, comme vous l'avez dit, pendant 10 ans, j'ai parcouru tous les plateaux télé, j'ai raconté mon histoire, j'ai écrit des bouquins, j'ai tout fait. Et le marché français est un marché très petit. Donc à un moment, on avait atteint un chiffre d'affaires qui était assez élevé. Et à un moment, on ne pouvait plus progresser. Et on voulait être reconnu mondialement. Et aujourd'hui, pour être reconnu mondialement, dans la plupart des activités, c'est le marché américain qui donne ce passeport, on va dire. J'ai toujours été influencé déjà par les businessmen ou entrepreneurs américains. Ça se voit aussi dans mes collections avec les billets, avec mes vêtements qui étaient liés au rap, avec tout le phénomène sectoral aussi qui s'inspire un peu de ce que faisait à l'époque aux États-Unis. Donc voilà, c'était l'occasion de grandir. C'était l'occasion d'être dans le vrai. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais rentrer vraiment dans le fond des choses. Et du coup, au-delà de ce rêve américain que tu as finalement réussi à réaliser, est-ce qu'il n'y a pas aussi un... Je ne pense pas avoir réalisé encore mon rêve américain. Moi, mon rêve américain, je l'aurais réalisé une fois que... Pour beaucoup, le rêve américain, c'est déjà d'aller là-bas et de pouvoir se débrouiller. Voilà. Toi, tu t'es créé un super rêve américain, alors un autre objectif?
Le jour où je ferai 200 millions de dollars aux États-Unis, là, je pourrais parler de réussite. Alors justement, en parlant de ça, on a beaucoup le cas, avec surtout les artistes français, de gens qui se délocalisent parce que l'État français, au niveau des impôts, taxes et tout ça, c'est pas trop la joie. Donc on a beaucoup de patrimoine qui va s'exiler en fin de compte ailleurs. Est-ce que tu fais pas aussi un peu partie, au-delà du rêve américain que tu avais envie d'aller côtoyer, tu fais pas partie de ces gens qui se sont retrouvés pénalisés avec de grosses sommes d'argent et l'envie de se dire il n'est pas question que je laisse ça ici en l'état, je vais aller ailleurs parce que c'est plus possible de me laisser taxer autant. Non, mais moi, ça faisait partie de mon programme. Je savais qu'à un moment ou un autre, je le disais depuis le début, que j'allais développer après mon activité sur le marché américain. Alors certes, c'est vrai que c'est plus attractif. C'est un effet de mode maintenant, voilà. En même temps, c'est un effet de mode, mais c'est vrai qu'il faut dire que c'est plus attractif de développer son entreprise aux États-Unis, voire même en Angleterre. C'est plus arrangeant. Ouais, c'est plus simple, et puis c'est moins contraignant, et puis il y a moins d'impôts, il y a moins de taxes. Et puis on va dire on aide plus les entrepreneurs qu'en France. Tu songes du coup que pour quelqu'un qui a envie de se lancer, la France c'est pas forcément le pays que tu connais le plus simple? Moi j'ai réussi, donc je pense qu'il y a quand même une facilité. J'ai quand même été aidé aussi. Il ne faut pas oublier que j'ai été aidé à l'époque par la Zone Franche, qui m'ont aidé à créer ma première entreprise. J'ai eu quelques subventions qui étaient minimes, mais bon, ça m'a quand même aidé. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une crise et que bon, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je vais te proposer un tête-à-tête, ça se refuse pas, c'est un tête-à-tête avec Angie. Non, pas de problème. C'est parti. Alors moi Mohamed, je t'ai prévu un petit truc sympa. Donc j'ai un peu fouiné sur le net, ton actu, ce que tu avais fait ou pas, etc. Tu avais fait une interview chez Ardisson, on t'avait un peu titillé sur maintenant que tu es riche, et on t'avait posé plein de petites questions. Donc nous on a remixé ça, et tu vas me répondre à 2-3 interrogations, et puis on va bien voir tes réponses. Ça te va? Ouais, ça me va, mais ça fait 7 ans cette histoire-là. Hein. Ah oui? Bah écoute, là c'est remixé, c'est différent. Ok. C'est parti. Ok, maintenant que ça fait longtemps que tu es riche, est-ce que tu lis Le Monde ou bien tu continues à lire L'Équipe? Je continue à lire L'Équipe. Tu continues à lire L'Équipe? Ouais. Maintenant que ça fait longtemps que tu es riche, ta plus grande peur, c'est de retourner au quartier ou bien de trouver une femme qui va prendre la moitié de tes biens? Oh là. Ah, peut-être avoir peur qu'une femme me prenne le peu que j'ai, ouais. Ouais, ok, ça marche, c'est noté. Maintenant que ça fait longtemps que tu es riche, est-ce que tu fais semblant d'aimer le bon vin qui date de 1842, qui a une belle robe Je consomme pas d'alcool. Tu consommes pas d'alcool? C'est dommage parce qu'on a une photo pour toi. Ok. C'est pas vrai? C'est une photo en train de boire du champagne. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Je te propose de retourner sur le plateau? Ok, pas de problème. C'est parti. Alors vous nous revenez de l'aquarium, c'est pas celui où on fume. Hein. Pas du tout. Je me posais la question quand je vous ai vu partir. Non, on n'a pas fumé. Non. On est resté sage. Tout s'est bien passé. Ok, impeccable. On va passer à l'invité suivant. Comment on va? Ah, très bien, très bien. Donc échauffement des mollets, je vous ai vu tout à l'heure hors antenne pour assurer le show de tout à l'heure puisqu'on parle de double dutch. C'est la corde à sauter, comme je te l'ai dit, c'est pas celle qu'on a pu connaître à l'école. J'ai eu quelques aperçus tout à l'heure, c'est vraiment différent. Ah, c'est quelque chose. On peut dire que c'est de la corde à sauter améliorée, dans le sens où il y a 2 cordes. Et le but, c'est de s'amuser dans les cordes et de faire des figures dans les cordes. On montre un petit extrait? Eh bien, pour les profanes, ça c'était pas mal, mais les vidéos, ça sera encore mieux. Let's go. Le double dutch est une discipline sportive qui allie performance et spectacle. Bien que demandant précision, souplesse et coordination, cette activité peut être pratiquée par tous. Pour nous parler des rouages de cette discipline en pleine expansion, nous recevons Jonathan Maoto de l'équipe vice-championne du monde Eben Double Dutch dans le 112 VIP Club. Donc on a pu voir en image les prouesses que ça représente. C'est vraiment physique, un sport à part entière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus dans le détail de quoi il s'agit et comment t'en es venu à faire ça? Donc à la base, moi j'étais danseur hip-hop. Donc je faisais de la danse hip-hop et on m'a proposé de faire de la corde à sauter, entre guillemets, désolé. Donc dans un premier temps, corde à sauter, c'était il y a 12 ans. On se dit c'est un sport de filles, surtout au niveau de la mentalité française, c'était un peu bizarre à ce moment-là. Donc je me lance quand même dans l'aventure.
tout en sachant qu'au début c'était compliqué. Et après, on voit qu'on peut mettre des figures de hip-hop dans les cordes, on peut faire du break, on peut faire de la gymnastique, on peut faire pas mal de choses dans les cordes. Il suffit juste de garder le rythme et de sauter et d'être coordonné avec les cordes. Ça t'a semblé plus technique que ce que tu avais connu avant ou simplement un dérivé avec... Beaucoup plus dans le sens où c'est, on va dire, la même chose, mais maintenant il faut être coordonné dans le timing des cordes, dans le temps des cordes. Il faut danser dans les cordes, entre les cordes, donc il faut l'appréhension qu'on a déjà des cordes, de ceux qui tournent avec nous. Oui, il y a une interdépendance, du coup, on peut se retrouver... j'ai eu peur que tu te fasses décapiter tout à l'heure à l'entraînement, parce que ça tourne à une vitesse incroyable quand même. Voilà, donc ça, là, ce que vous avez vu, c'est de la vitesse. Ouais. Donc à savoir, pour avoir une idée, en compétition, la vitesse est sur 2 minutes, et le record du monde, il est de 445 pas sur un pied. Donc ce qui fait à peu près 900 sauts pendant 2 minutes. Ouais. Donc, technique. Ça demande beaucoup d'entraînement. Et à savoir, pour nous, notre équipe, donc l'équipe Eben, on s'entraîne 12 à 14 heures par semaine. C'est du vrai sport en fin de compte, parce que ça allie de la danse, ça allie la corde à sauter, c'est une forme de sport. Et du coup, on se situe où, nous, dans tout ça? C'est plus de la danse, c'est plus un sport, c'est plus relié à la performance? Donc on va dire que c'est un tout. Il y a de la danse, il y a une pratique sportive, il y a une pratique aussi ludique qu'on est à l'école. Pour ma part, je travaille à la fédération de double Dutch, qui existe depuis 1990. Et on se bat pour le développement de cette discipline dans les écoles, dans les centres socioculturels. Et aussi, on crée des clubs sportifs. Donc depuis 2011, si je ne me trompe pas, donc on existe en tant que sport. Donc on est reconnu par le ministère des Sports en tant que sport à part entière, qui est le double Dutch. Et ce qui nous donne le droit de développer le sport dans les écoles et de créer nos clubs, et surtout d'organiser le sport de haut niveau en France, ce qui n'était pas le cas avant. Alors est-ce qu'il y a un profil particulier pour en faire? Est-ce qu'il y a certaines personnes, quand tu les vois arriver, vouloir intégrer cette discipline, tu dis non, toi ça va pas être possible parce qu'il faut être grand, petit, athlétique Ce qui est bien dans ce sport, c'est que tout le monde peut faire du double Dutch. Donc ça regroupe vraiment tout ce qui est corde à sauter, donc de la corde traditionnelle au double Dutch qu'on a vu avec les 2 cordes et que vous allez voir encore après quand on va le faire, quand on va aller faire le petit show. Et il n'y a pas de gabarit, il n'y a pas de catégorie de personnes. Tout le monde peut faire du double Dutch, les petits, les grands, les gros, les forts, les moyens. Il y a vraiment tout. Dans un championnat, on a tout type de catégories de personnes et c'est ce qui fait la richesse de notre sport. Et il y a donc 2 postes, il y a celui qui est au milieu en train de sauter, il y a ceux qui manipulent les cordes. Est-ce que tous les rôles sont interchangeables systématiquement? Donc une équipe, on va dire une équipe forte, c'est une équipe qui va pouvoir avoir des personnes qui tournent et qui sautent en même temps. Et vous allez voir aussi que parfois, pendant qu'on tourne, on fait aussi des acrobaties. Ça veut dire que je peux tourner quelqu'un qui fait un salto dans les cordes, et moi-même en tournage, je fais un salto en même temps. D'accord. Donc c'est des choses qui sont possibles. Très bien. Moi j'ai noté que vous étiez forcément champion de France dans votre discipline. Aujourd'hui, comment on arrive à ce niveau-là, alors que forcément c'est une discipline qui est très peu connue? Comment vous en sortez au quotidien? C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de force morale, c'est un peu de tout ça. Premièrement déjà, on a la chance d'avoir une personne qui a créé cette fédération, qui nous a donné la place à nous les jeunes pour pouvoir développer ce sport. Et ensuite en termes de niveau, on est champion de France mais aussi vice-champion du monde 2012 et champion du monde 2011. Et comme je vous ai dit, on n'a rien sans rien, c'est vraiment de l'entraînement pur et dur tous les jours de la semaine. Donc voilà comment on arrive à ce niveau-là. Alors au-delà de la satisfaction du titre, parce que c'est toujours encourageant de se mesurer à d'autres gens, y compris à l'extérieur, c'est-à-dire quand on n'est pas dans son propre pays, au-delà de ça, est-ce qu'on gagne des sous? Est-ce qu'on peut estimer en vivre concrètement? Ou c'est encore quelque part la débrouille, un loisir, où on prend un peu d'argent par-ci par-là de temps en temps, mais qui ne paye pas les factures? On va dire que dans mon équipe, on est 2 chanceux à vivre de ce sport, vu qu'on est salarié de la fédération. Et ensuite, pour les autres qui en font, c'est plus via les shows, via les équipes qui se professionnalisent, donc, et aussi via au développement, donc, quand on travaille un peu partout en France dans les écoles. Mais sinon, on est vraiment peu à vivre de ce sport, mais on est là pour ça, pour que ça se développe et pour qu'il y ait d'autres personnes comme nous qui puissent faire ce sport, bénéficier des bienfaits de ce sport et surtout essayer de gagner leur vie avec ce sport. On vous le souhaite à tous. Merci, c'est gentil. Donc quand tu parles de développement, forcément, on pense à l'avenir. Quel avenir vois-tu pour cette discipline? Concrètement, maintenant, vu que je suis, ça fait 12 ans que j'en fais, je suis entraîneur d'un club, du club de Vitry-sur-Seine et du club de Saint-Ouen. Je dois avoir sur les 2 clubs à peu près 100 adhérents. Donc c'est vraiment me battre pour que
ces élèves-là puissent un jour faire les Jeux Olympiques. Donc notre but, c'est vraiment d'être au JO. Là, on a monté une commission, on est en train de voir comment on peut accéder à ça via la fédération française et via une fédération internationale. Et le but ultime, c'est ça, c'est les Jeux Olympiques. Peut-être pas en tant que sauteur, mais en tant que coach. Pour les téléspectateurs qui, je pense, il y en a certains qui seront séduits par la perf de tout à l'heure, s'ils veulent rejoindre ton équipage et apprendre à tes côtés, est-ce qu'ils peuvent venir se présenter à ton école? Est-ce qu'il y a plusieurs écoles? Donc il y a toutes ces possibilités-là. Donc on a à peu près 400 lieux de pratique en France, donc clubs et lieux de pratique. Ça représente à peu près 7000 personnes qui en font en France. Et on va dire que vous tapez sur internet Double Dutch ou sur Facebook, il y a pas mal de clubs. Ça a été très constructif, on sait qu'il y a une fédération, on sait que vous bougez pour votre discipline, on sait qu'on peut prendre des cours, ça c'est pas mal. Parce que du coup, il a plus de 100 adhérents, c'est qu'il y a des gens aussi qui sont intéressés à la discipline et c'est important de le savoir, c'est important que vous le sachiez. On a un show, je crois. Voilà, je pense qu'ils vont devoir se préparer un petit peu puisque on a délaissé le reste de l'équipe qui attend impatiemment depuis tout à l'heure. On va vous proposer de vous préparer. En attendant, on a quand même un petit bulletin de notes. Hein. C'est ça, c'est une rubrique qu'on envoie immédiatement. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est très très simple. On est les professeurs, on n'est plus les élèves maintenant. On donne des notes. À tout de suite. Ok, très bien. Maintenant, place au bulletin de notes. Donc, c'est très simple. On va vous donner 2-3 actus. Vous les notez de 1 à 10. Voilà. Ça vous va ? Ok, très bien. Moi je vous propose, pour ceux qui sont férus de séries télévisées, j'ai entendu dire que Game of Thrones était prolongé pour 2 saisons. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai vu la saison 1 après. T'as motivé au point de donner une bonne note à ce renouvellement? De 1 à 10. De 1 à 10? Ouais, moi je trouve ça va, 5. Ça va, 5. La moyenne. C'est juste moyen. Toi, t'en penses quoi? Tu regardes ça ou pas? Alors non, je n'ai jamais regardé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup cette série, donc un 10 pour eux. Ok, ça marche. C'est généreux. Bon, moi, le mien, ça va être la France condamnée par rapport à l'état en fait de ces prisons. Voilà, parce que par rapport au traitement, par rapport aux conditions, vous en pensez quoi? De 1 à 10. 7. 7. C'est mauvais. Ok. Ouais. Non, c'est pas bien évidemment. Donc c'est plus vers le 10. Plus haut, on va dire 7-8, quoi. C'est pas mal. J'ai un truc beaucoup plus léger, mais qui concerne quand même un peu tout le monde, c'est au niveau des écoles. On annonce un retour à la semaine de 5 jours, puisqu'elle avait été diminuée, il n'y avait plus que 4 jours d'école pour les primaires. On veut les faire travailler plus, pas pour gagner plus en l'occurrence, c'est l'école. T'en penses quoi de ce jour supplémentaire? Moi ça m'aurait pas arrangé, mais bon, je pense que c'est toujours mieux maintenant. T'es peut-être parent maintenant? Ouais. Et si t'étais à l'école et on t'avait proposé une journée en plus? Ah, ça m'aurait pas plu. Ah, c'est pas pareil. Ça m'aurait pas plu. C'est avec le temps qu'après qu'on se rend compte que l'école est importante, donc c'est sûr. moi je donnerais un 10. Ok. Et toi? Alors maintenant que je suis sortie du système scolaire, ça me dérange pas trop, mais je pense que si j'avais été dans le système scolaire, j'aurais pas aimé travailler un jour en plus. Et du coup, je trouve que ça leur donne pas non plus trop le temps d'avoir accès à d'autres choses en dehors de l'école. Voilà, ça c'est important. C'est mon avis. Moi je trouvais que j'étais trop à l'école et que ça me laissait pas le temps de faire beaucoup de choses à côté. Mais pour faire des visites de musées ou avoir accès à la culture, oui, ou faire même le sport, de la musique, du sport, plein de loisirs. Parce que ça laisse le temps d'en faire un petit peu, une partie, mais c'est vrai qu'on passe énormément de temps à l'école, mine de rien. Plus les devoirs qu'on nous rajoute à la maison. Plus que nos amis européens, en tout cas. Oui, donc du coup, je trouve pas ça... je trouve pas ça tellement bien qu'on rajoute... On est sous la barre des 5? On va mettre 4. D'accord. 4. Moi, j'ai une dernière actu. Alors, il y a SFR et Orange qui ont été condamnés parce qu'ils ils ont fait une entente en fait sur les prix pour pouvoir un petit peu s'ajuster. 185 millions d'euros, c'est pas rien. Moi je trouve que c'est bien. C'est bien, c'est bien fait. C'est très bien fait. Ça marche donc de 1 à 10? 7 on va dire. 7, ok. Du coup ça permet aussi de ne pas trop les laisser avoir le monopole du marché, etc. Ça permet d'avoir un forfait moins cher. Aussi. Oui. Alors? Tu veux que je te mette le 10? T'influences pas du tout. J'en sais rien. 10. On y est? C'est parfait. Ok. Je propose autre chose, mais je sais que là on va donner une bonne note, certainement un 10 sur 10, c'est de rejoindre nos amis du Double Dutch pour le show qu'ils nous ont promis tout à l'heure. Ils doivent être chauds là. Ouais, ils sont plutôt pas mal. On envoie ça. C'est parti. Prenez-en plein les yeux.
Watch out for this. Watch out for this. I did my best lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss #1 on the list. The girl them a twist waistline can't resist. Watch out for this. I did my best lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah up the place. Oh my. Watch out for this. 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 I did my best lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss #1 on the list. The girl them a twist waistline can't resist. Hey, sound turn up inna the place, so me glad say me in ya. When good music a play, say me glad say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad say me in ya. Me go the hardest, yes, me go the hardest. Man a real general, the rest of them a novice. Step in at the place, turn it up, turn it up, turn it up. Till me buck up at the forest. Hey, bumbo clap, now me friend them a girl is graphist. Girl, them know say me a the smartest. Up in your face, say the grades it a place. You know fi fuck with the hardest. Hey, watch out for this, watch out for this, watch out for this. I did my best lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss #1 on the list. Mash up the place. Oh my. Hey, watch out for this. I did my best lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss #1 on the list. The girl them a twist waistline can't resist. Watch out for this. I did my best lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss #1 on the list. The girl them a twist waistline can't resist. Hey, sound turn up inna the place, so me glad say me in ya. When good music a play, say me glad say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl them a bubble and a wine, so me glad say me in ya. Une belle prestation de nos amis de Eben Double Dutch qui seront, ils me l'ont dit tout à l'heure, au championnat du monde, je crois c'est à Orlando, c'est ça? Exactement. Très prochainement, donc on va suivre ça de près. Faut les suivre. Et leur souhaiter la victoire et tout ce qu'ils méritent. On va souhaiter aussi la poursuite de ce rêve américain. Mohamed Dia, en te remerciant d'être venu sur le plateau et nous raconter tout ça, en espérant que la prochaine fois tu auras encore 5 nouvelles sociétés et qu'on en parlera. Une dizaine. Ouais, voilà. C'est gentil. Et Léna, on lui souhaite quoi? Bah, de réussir, d'aimer ce que tu fais. Ah, toujours. Bah, c'est nickel. C'est en octobre que ça se passe, l'album arrive dans les bacs. Merci en tout cas à vous d'être venus sur Merci le plateau. beaucoup. Bon, Angie, on se voit au prochain opus. Avec plaisir. À très bientôt. Bye bye.